cette vidéo, nous allons reprendre l'ensemble des composants d'un formulaire que nous avons vu ensemble pour créer un formulaire complet. Ici, l'illustration sera la création d'un compte, voilà, avec menu déroulant. Mais on verra également pour personnaliser ce petit truc-là. Particularité, on aura deux champs, l'un à côté de l'autre, voilà. Et puis, naturellement, un traitement de formulaire, hein, comme on a fait en JavaScript. Donc là ici, si je remplis ou pas des datas, je vais juste en remplir une. Je vais écrire le nom Toto, voilà, on va cliquer sur le bouton de validation et ici on va récupérer les datas au format, en JavaScript, pardon, et puis on les écrira directement ici dans notre console de manière à bien ancrer les petites connaissances acquises jusqu'à maintenant sur les formulaires. Allez, c'est parti pour écrire le HTML de notre formulaire qu'on va enfermer dans une paire de balises main. On va mettre un titre de niveau 1 et on va dire créer un compte puisque ce sera un formulaire de création de compte. Ben voilà, allez, on y va, on met en place la paire de balises form. On va rajouter un attribut méthode. Et alors c'est pas bon ça, j'ai mal écrit, je recommence, méthode, et là on fera une méthode post pour l'envoi de nos datas. Ok, ça c'est vu, bien. Je vais faire, non, j'ai passé des lignes là, mais j'aurais pas passé de lignes, ok. Alors, notre formulaire va demander le nom et le prénom de la personne, et l'idée ici serait de mettre les champs de formulaire nom et prénom l'un à côté de l'autre. Donc là ici on va mettre un petit commentaire, on va dire qu'on va faire le nom et le prénom sur une même ligne. Ok. Donc du coup ça signifierait quoi? Techniquement ça signifierait qu'il nous faudrait un conteneur qui va être parent des deux boîtes qui vont contenir le nom et le prénom. Donc là ici on va faire un conteneur à qui on va donner une classe form row qu'on viendra manipuler après en CSS, et dedans on va faire une première boîte à qui on va donner la classe form group qui va contenir le premier groupe label input. Donc là ici ça sera un label for qui va demander le nom. Donc là ici on va écrire nom et on va mettre tout de suite un champ input de type texte qui lui va nous permettre de pouvoir récupérer le nom. Donc on va lui rajouter un attribut name à qui on peut donner pour valeur nom, un attribut ID qui quoi qu'il arrive vaut nom puisqu'il faut qu'il soit en relation avec le label, et un placeholder, voilà, qui ici on va écrire Dupont, CTRL A plat Dupont, CTRL S. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bien, maintenant il nous faut le prénom qui sera à côté, mais par contre ça sera à côté grâce à la magie du CSS, puisque là les boîtes div sont de display block, donc elles sont l'une en dessous de l'autre par défaut. Donc là ici ça sera le prénom, donc label for prénom, et ici on va dire le name prénom, l'id prénom et le placeholder. Écrivons Marie, CTRL S, voilà qui est fait, c'est parfait. Donc là ici on va réduire pour avoir un peu plus de place. Maintenant, passons par exemple à l'adresse email. Donc on va demander l'adresse email de l'utilisateur. Pareil, ici on aura juste un label et un champ input. On va l'enfermer dans une boîte div à qui on va donner la classe form group. Voilà. Donc mettons en place notre label qui va demander l'email. Je vais récupérer ça, je vais écrire adresse email, et ensuite on va mettre en place un input. Alors ce input là sera de type email. Voilà. Alors pareil, mettons nos attributs l'un en dessous de l'autre pour une question de lisibilité, pour vous surtout, puisque mon IDE est quand même coupé. Donc là, réduit, pardon. Le name, je vais écrire email. ID, je vais le mettre en relation, donc en écrivant email, et on va mettre un attribut placeholder qui contiendra marie@exemple.fr. CTRL S, et voilà qui est bon. Maintenant, on va, alors je vais réduire ça.
pourquoi pas mettre en place des boutons radio. Alors là ici on va écrire, donc on va mettre un petit commentaire et on va écrire niveau, voilà, parce qu'on va demander le niveau de la personne, peu importe, c'est pour avoir des boutons radio. On se rappelle que quand on a une série de boutons radio, on les enferme plutôt dans un field set. Alors hop, je recommence, field set, voilà. On va d'ailleurs lui donner une classe à notre field set, voilà, parce qu'après on viendra le manipuler et on va dire field group, ok. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Une légende. Qui dit field set dit légende. Et dans la légende, on va écrire niveau. Et ensuite, il nous suffira tout simplement de mettre en place les couples radio, label. Et ça sera enfermé dans une boîte div. D'accord, et du coup, pour pouvoir les manipuler, on va faire une boîte div parent qui permettra d'avoir après des gaps autour des boîtes div, des gouttières. Donc la boîte div parent, on va l'appeler choice avec un S et elle contient les boîtes div enfants. Choice sans S qui chacune va contenir le input de type radio avec son label. Voilà. Donc là, pareil, on va peut-être revenir, hop, l'un en dessous de l'autre au niveau des attributs pour mieux se repérer. Alors, avant de les remplir, les attributs, mettons en place le label fort. Ici, ça sera niveau débutant. Voilà, débutant. Et donc là, ici, on va écrire quoi? On va écrire débutant. Voilà, et ça, c'est la valeur qu'on pourrait écrire dans la value de ce bouton radio. Voilà, comme ça, s'il est checké, on peut récupérer sa value. Et ici, label fort, on met en relation avec l'ID. Et puis le name, qui sera commun à tous les boutons radio, ce sera niveau, CTRL-S. Voilà qui est bon. Alors, on peut dire que lui, par défaut, il est checké. Pourquoi pas? Donc lui, on va lui donner l'attribut checked. On va dire par défaut, quand on arrive, pouf, le niveau débutant est checké. Mettons en place les autres niveaux. Donc il nous suffit tout simplement de récupérer la boîte div choice, de la dupliquer, voilà, et là passer du niveau débutant au niveau intermédiaire. Voilà, donc là ici on va dire niveau intermédiaire. Ok, donc là pareil, on va le mettre niveau à l'ID, niveau intermédiaire, et puis intermédiaire, on va le mettre à value, et évidemment, on ne check pas ce bouton radio, il peut y avoir qu'un seul bouton radio de checker. Donc si on check celui-là, ça décheck celui qui est par défaut. Bon, il nous en reste un à faire. Bon, allez hop, on prend la boîte div choice, on la duplique, et ici, on va écrire le niveau avancé. Avancé, voilà, donc là ici j'écris niveau avancé, voilà, ici label fort niveau avancé et dans la value niveau avancé. Bon, c'est vu, ok, tout ça c'est bon, parfait. Maintenant, alors je vais juste réduire un petit peu, hop, ici pour avoir tout ça en ligne de mire. Voilà, le niveau est fait. Alors après le niveau, ce que l'on peut faire, c'est demander à la personne sa bio, donc ce qui va nous permettre de mettre en place un text area. Donc le text area, on va l'enfermer dans une boîte div à qui nous allons donner la classe form group. Voilà, donc là mettons en place un petit label fort et je vais écrire bio, et ici on va écrire bio. Voilà, mettons en place notre text area, voilà, alors pareil, on va mettre les attributs l'un en dessous de l'autre, donc là ici on va l'appeler ID bio, name bio. Au niveau du placeholder, on va dire parlez-nous de vous, 3 petits points, voilà. Ok, et puis on va l'agrandir. Vous voyez, là il est petit, on peut lui ordonner des lignes. Donc c'est l'attribut rows, et on peut lui dire 4 par exemple, et voilà. Donc là du coup c'est plus grand. Bon, ça c'est vu pour le texte
ARIA, et puis il nous reste plus que une case à cocher par exemple. Donc là ici on va faire par exemple demander à l'utilisateur d'accepter les conditions générales de vente. Donc faisons une boîte div acquis. Alors là on va lui donner la classe choice, d'accord, puisque ça va être comme nos boutons radio. Donc on va pouvoir les mettre, les manipuler de la même façon, puisque là ici on va faire un input de type checkbox, voilà, et ici on va mettre en place tout de suite un label. Au niveau du label, on va écrire j'accepte les conditions. Alors avant d'écrire conditions, je fais un A href nowhere, voilà, ça voudrait dire ici qu'on aurait par exemple quand on appuie sur conditions générales, ça nous ferait ouvrir une fenêtre modale par exemple, voilà. Bon, ça fait ça, je vais faire Alt Z pour revenir à la ligne pour qu'on voit mieux. Bien, alors maintenant label for quoi, ici ce sera CGU, voilà, donc là ici on va dire le input de type checkbox, name CGU, ID CGU. En revanche ici, alors attendez, je vais rajouter encore un truc avant de dire ce que j'ai à dire. Je vais juste remettre mes attributs l'un en dessous de l'autre, voilà, parce que sinon on va plus rien voir. Et on va rajouter un attribut qui est l'attribut value, et dedans je vais écrire oui, j'accepte les conditions générales. Alors ce que j'allais dire, norme RGPD oblige, ne mettez jamais un checked sur ça. C'est-à-dire que quand on arrive par défaut, c'est accepté. Ah non, ça ne fait pas partie du RGPD. Le RGPD, c'est l'utilisateur qui doit checker et accepter lui-même les conditions générales. Je dis ça, je dis rien. Bon, on ferme ça, et puis il ne nous reste plus qu'à mettre en place un bouton de création de compte. Donc on va écrire ici un button de type submit, voilà, et là on va écrire créer un compte. Créer mon compte, créer un compte, CTRL S, et voilà. Même créer mon compte, peu importe, je sais pas. Bon, peu importe. Voilà, ça y est. Donc tout le HTML de notre formulaire est ici en place. Allez, place à la magie du CSS pour mettre tout ça en forme. Alors déjà, mettons en place des commentaires dans notre feuille de style. Ça nous permettra de mieux nous retrouver. Donc ici, on va mettre en place le reset de base de notre document. Donc là, ici, on va aller chercher notre sélecteur universel lorsqu'il a le pseudo-élément before, mais également lorsqu'il a le pseudo-élément after. Qu'est-ce qu'on fait? On neutralise les marges externes, les marges internes, ainsi que le box sizing en le passant à border box, CTRL S, ça c'est vu. Alors maintenant, place au custom properties. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien tout simplement, ce sont les déclarations de variables, ce qui nous permet de centraliser au même endroit toutes les couleurs par exemple. Et ça s'applique au sélecteur route. Pour pouvoir déclarer une variable, il suffit de dire de mettre tiret et ensuite de lui donner une valeur. Alors c'est plutôt très codifié. Il y a des normes à respecter, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Si vous voulez évoluer dans le front-end moderne en lien de cette vidéo, eh bien vous trouverez un lien qui vous mènera sur tout un programme de développement moderne en front-end. Donc là ici, on va aller chercher notre couleur primaire, donc color primary, donc ça c'est la couleur dominante de notre projet, donc ça sera 185 FA5, voilà. Ensuite on va le dupliquer, on va dire lorsque cette même couleur est plus foncée, donc là à ce moment là on va lui rajouter dark, et ici on va dire 0C447C. Ok. Ensuite, on continue avec les couleurs. Donc là, hop, pardon, j'ai oublié les tirets. Donc là, ici, on va
s'occuper des couleurs des bordures, les bordures de nos champs de formulaire, et on va faire un truc léger comme D1, D5, DB, voilà qui est bon. Et on pourrait dire, tiens, lorsque notre champ input a le focus, donc on pourrait définir aussi une couleur, on va reprendre la couleur primary qu'on va définir ici pour la couleur du focus. Ensuite, on va définir des couleurs de fond, donc on va appeler ça color-BG, background. Alors pour les couleurs de fond, on va dire F0, F2, F5, voilà. Ensuite, on va définir une couleur de fond pour des zones du style carte, donc on va appeler ça card, et ici on va dire par exemple ce sera en blanc. Et enfin on va définir une couleur de fond pour des zones moins importantes qu'on appelle subtitle, et ici on va dire F8, F9, FB, voilà, des couleurs extrêmement légères. Bon, maintenant on va passer au color de texte, donc là ici on va appeler ça color TXT. Alors pour la couleur du texte, ça sera du 1A, 1A, 1A. Ensuite, on va dire pour un texte qui serait moins important, donc color text muted, donc là ici on va plutôt le griser en 444, et pour un texte qui serait un texte du style suggestion ou des choses comme ça, on va appeler ça int et on va lui donner la valeur de 888. Et enfin, on va donner une couleur à nos placeholders. Donc là ici, on va dire color-placeholder, et pour nos placeholders, eh bien, nous allons donner du B0, B0, B0. On en a fini pour les couleurs. Maintenant, je propose qu'on s'occupe des border radius, et on va appeler ça directement radius. On va en faire 3, on va dire les petits, les moyens et les grands, donc small. Alors pour le small, on va dire, on arrondit les bords de 8 pixels. Pour les moyens c'est middle, MD, on va dire 10 pixels, et pour les radius, les border radius plus importants, c'est large, et on dit LG, et on donne la valeur de 12 pixels. Donc là, ici, nos custom properties sont en place. Place maintenant à la base, donc là, pareil, on va mettre en place notre petit commentaire, et ici, on va dire, on va faire le CSS de la base, c'est-à-dire du sélecteur body. Voilà, alors on peut définir un font family par défaut sans serif, ça sera pas mal, voilà. Ensuite, définissons le background color, et là on va aller chercher une variable, et pour ça, on utilise la fonction var -, et là on va récupérer l'intégralité des variables disponibles. Nous on va prendre la variable color BG, et voilà, on vient d'appliquer la couleur de fond pour notre document. Ensuite, pareil, on va définir une couleur pour le texte. Donc là, du coup, on va chercher notre fonction var -, et nous on va aller chercher la couleur donnée au texte, donc color du texte. Bien. Ensuite, nous allons définir une hauteur min8, une hauteur minimum de 100 VH, 100 unités d'écran, et puis on va définir nous-mêmes nos marges intérieures, donc un padding de 2 rem haut et bas et de 1 rem sur les côtés. Voilà à quoi ça ressemble. Bien, ici on en a fini avec notre body. On va passer à notre sélecteur ici main. Voilà, c'est celui-là qui va nous intéresser, le sélecteur suivant. Donc là, on va mettre en place, pareil, un petit commentaire, et on va dire, justement, ici, on va s'occuper du sélecteur main. Alors lui, on va lui définir une couleur de fond, background color, et là, je propose qu'on aille chercher donc notre couleur BG card, voilà, et donc automatiquement notre main prend la couleur définie. On va donner un width de 100% à notre main, et avec un max width, une largeur maximum, max-width, voilà, de 520 pixels.
pixels. Voilà, donc il fera 100% de l'espace qui lui est alloué, mais ne dépassera jamais les 520 pixels. Par contre, on va le centrer, donc on va faire un margin 0 en haut et en bas, et auto sur les côtés. Donc du coup, voilà, notre main est à présent centré. Ensuite, on va créer une petite marge intérieure en mettant un padding à 2 pixels. On va lui donner un border radius, et comme les border radius, on les a définis dans nos variables, on va les chercher et on va dire qu'on va prendre une bordure médium. Voilà, middle. Bon, ensuite, nous allons aller mettre en place une petite ombre portée. Donc on va aller chercher la propriété box shadow. Sur les côtés 0, en bas 2 pixels, intensité 16 pixels et couleur de l'ombre RGBA noir 0, 0, 0 et une intensité de 0,1 et voilà notre petite ombre portée. Bon, maintenant on va passer au sélecteur suivant qui est le titre de niveau 1. Alors allons-y, on va aller chercher notre sélecteur H1 et lui on va lui dire bah toi tu auras un font size de 1.5 rem, voilà, tu auras un empattement, un font weight de 600 et on va t'éloigner margin bottom, on va t'éloigner du formulaire donc de 1,75 rem, voilà à quoi ça ressemble. Bien, donc à présent nous allons nous occuper du formulaire, donc pareil on va récupérer le petit commentaire et ici on va dire qu'on va faire le CSS pour le formulaire. Donc le formulaire, on va aller chercher notre sélecteur forme. Ok, alors ce qu'on va faire c'est que on va mettre une gouttière partout parce que là ici tout est engoncé. Donc du coup de notre formulaire on va en faire un conteneur à qui nous allons donner le display flex, tout est l'un à côté de l'autre. On va modifier la direction avec la propriété flex direction et on va lui dire column, tu passes en colonne. Voilà ce qui nous permet à présent d'accéder à l'attribut pas à l'attribut, à la propriété gap, pardon, et on va donc voilà éloigner tout ce monde là de 1,25 rem. Alors tiens, maintenant on va s'occuper à notre fameuse ligne. Donc on va aller chercher notre classe qu'on avait appelée form row. Voilà, pour la ligne. Et on a dit, on veut que ça soit l'un à côté de l'autre. Faisons-en un conteneur à qui on donne le display grid. Et de cette façon, nous accédons à la propriété grid template columns. Et là, on va dire, je veux 2 colonnes de 1 fr. Je peux faire un repeat ou je peux écrire 2 fois 1 fr, ça reviendra au même. Et donc, on a bien 2 colonnes. Petite parenthèse, vous voulez monter en flexbox, en grid. Pareil, dans le lien sous cette vidéo, je vous envoie sur l'évolution de grid et flexbox. Ça peut être très intéressant. Sur des tutos vraiment voilà sur toute l'évolution de grid et flexbox. Bon, alors ensuite on va créer un gap de 1 rem histoire que voilà nos deux zones, nos deux colonnes ne se touchent pas. Alors maintenant, puisque ça ici c'est quoi, bah ça c'est form group et ça aussi c'est form group, tout le reste c'est form group. Donc du coup on va aller chercher notre sélecteur form group et nous allons nous en occuper. Alors ici, ben pareil, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ici les labels soient au-dessus des champs input. Et ben allons-y. Donc du coup on fait un conteneur flex, on modifie la direction avec flex, hop là, avec flex direction, je vais reprendre exactement les mêmes propriétés, sauf que là ici on va pas mettre un gap de 0,25, on va faire un gap beaucoup plus petit, on va faire un gap de 0,4 et voilà tout de suite à quoi ça ressemble. Bien, maintenant on va passer aux labels. Donc les labels qui sont là, on peut mettre un petit commentaire tout simple, voilà, pour dire qu'ici nous nous occupons des labels. Donc on va aller chercher les sélecteurs labels, je peux aller directement chercher le sélecteur label. On va donner un font size de, alors pas style mais size de 0,8
rem, voilà, histoire que ça soit écrit un peu plus petit, un empattement plus petit avec un font weight de 500. Et au niveau de la couleur, eh bien, on va aller chercher notre variable et accéder à nos custom properties et nous allons prendre le texte muted. Voilà, CTRL S. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ensuite, nous allons passer au champ input. Donc là, pareil, on va mettre un petit commentaire. Donc là, ici, on va passer au input, mais également au text area, parce qu'ils vont avoir les mêmes propriétés CSS. Donc on va aller chercher nos sélecteurs input ainsi que nos sélecteurs, notre sélecteur text area, puisque lui il est tout seul. On va donner quoi? On va les refaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la propriété apparence et on va dire none, et donc du coup on va refaire complètement ici nos éléments. Alors ici il peut être opportun de rajouter le WebKit. Voilà, c'est juste pour Safari parce que normalement tout le monde accepte cette propriété apparence WebKit, pardon, mais pas Safari. Pas Safari. Il est temps qu'ils se mettent à jour, parce que vous avez très longtemps que tous les navigateurs modernes acceptent. Alors là, ici, on me dit qu'il n'y a plus besoin de le faire. On est en production, Safari, il craint un peu. Moi, je préfère le mettre. Maintenant, ça mange pas de pain. Si jamais vous l'avez pas mis, avec Safari, je sais pas ce que ça donnera. Bon, je l'utilise pas, donc je le connais pas. On va mettre un padding de 0,6 rem haut et bas et de 0,8 rem sur les côtés. Ok. Ensuite, on va écrire à l'intérieur. Donc, on va faire un font size de 1 rem. Voilà. Et puis, on va faire un héritage de la police. Voilà. Donc, on va faire un font family inherit. Donc il va hériter de la police sans sérif qui a été donnée à notre page web. Au niveau de sa couleur, on va aller chercher notre petite fonction var et on va chercher la color text. Voilà, ça sera la couleur de notre texte à l'intérieur des champs de formulaire et on va lui donner un background color. Pareil, on va aller chercher un custom properties et on va prendre la color BG card, donc ça sera la couleur de fond de nos champs input. Ensuite, on va s'occuper des textes, on va s'occuper des bordures. Donc pour la bordure, on va aller chercher la propriété border, on va lui dire tu auras une bordure de 1 pixel solide, et en termes de couleur, pareil, on va aller chercher une couleur et on l'avait donné qui était color border, CTRL S et voilà, c'est fait. Et puis on va également arrondir les angles, donc on va aller chercher notre petite propriété border radius et ici on va aller chercher notre petite fonction, on va prendre les bordures small, donc là ici c'est radius SM small, le resize, bon, ça concerne notre text area, donc là ici il est là, voilà, notre text area ne pourra se recharger, voilà, que de manière verticale. Et puis le placeholder également, le placeholder on va le donner, je vais reprendre ces sélecteurs là, on va récupérer le sélecteur input lorsqu'il a le pseudo-élément placeholder et également pour le text area, lorsqu'il a le pseudo-élément placeholder, nous allons définir la couleur du placeholder et comme on l'a mis en variable et qu'elle est là, donc ça sera la color placeholder. Donc voilà pour l'instant
à quoi ça ressemble. Ah, j'ai là ici pour mon select. Est-ce que je le fais maintenant? Je le fais pas maintenant, je vais pas l'ajouter pour le moment. Alors on peut aussi s'occuper du focus, lorsqu'un input ou le text area a le focus. Donc là on va récupérer nos deux sélecteurs, on va leur associer la pseudo-classe focus. Voilà, donc lorsque le champ input a le focus, mais quand le champ input a le focus, mais aussi notre menu déroulant select lorsqu'il a le focus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire outline none, et là on va faire disparaître ici le liseré qu'on avait. Par contre c'est pas très bien au niveau accessibilité, donc on va aller redéfinir la propriété border color. On va aller chercher une petite variable, et on en a créé une à cet effet qui s'appelle color border focus, et voilà qui est fait. Alors ça pourrait être sympa également de pouvoir faire une petite transition. Donc on va aller dans nos sélecteurs input et text area, et on va aller chercher notre propriété transition, et on va dire qu'il faut 0,2 secondes pour changer la couleur de la bordure, histoire que ça soit un petit peu plus harmonieux. Et puis vous savez quoi, on peut mettre aussi un petit effet de halo. Donc là ici on va aller chercher la propriété box shadow. On va dire que gauche-droite, pas d'ombre. Au bas, pas d'ombre, intensité de l'ombre, rien. Et pour justement faire un petit effet de halo, ici je vais rajouter 3 pixels, et enfin on va définir une couleur. Alors la couleur qu'on va définir, R ça sera 24, G ça sera 95, et B ça sera 115, et pour l'opacité ça sera 0,15. Et voilà, ici regardez, ça fait un petit effet de halo qui est toujours très intéressant. Alors maintenant on s'occupe de notre menu déroulant, donc le select. On va mettre un petit commentaire. Voilà. Donc là ici on a dit on va s'occuper du select, et je vais passer peut-être une ligne. On va aller chercher notre sélecteur select. Voilà. Pareil, on va aller chercher, on va tout le redéfinir comme on avait fait pour le input et le text area, donc l'apparence à none. Voilà. On va définir un padding de 0,6 rem haut et bas, et de 0,8 rem sur les côtés. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va redéfinir le font size, la taille du texte, et on va dire qu'il aura une taille de 1 rem. Et on va récupérer la police également. Donc on va faire un font family, et on va lui dire inherit. Donc là il va nous récupérer la police de son parent, donc en l'occurrence ici c'est le body. Pareil, on va retirer la couleur de fond, background color, et on va lui dire inherit. Alors attention, je me suis trompé, hop, j'ai dit quoi? J'ai dit inner. Voilà, inherit. CTRL S. Ok, on est bon. On va redéfinir la couleur de la bordure. Ici, on va dire bordure, border. On va faire une bordure de 1 pixel. On va faire une bordure solide. Et en termes de couleur, on va aller chercher notre petite variable, et on va lui dire quoi? Color, border. Voilà, je l'ai trouvé. CTRL S, c'est bon. On va mettre aussi le petit border radius. Donc on va aller chercher notre propriété border radius. On va aller chercher notre variable, et on va aller chercher le radius small. Voilà qui est bon ici pour notre menu déroulant. Ensuite, on va lui rajouter aussi un curseur pointeur, c'est quand même plus agréable. Voilà. Une transition, puisqu'on l'avait fait pour les input et le text area pour lorsque ça a le focus. Voilà. Et maintenant, on va redéfinir ici. Vous voyez là, ici le petit, la petite flèche, puisque comme on lui a dit apparence none, il n'y a plus la petite flèche. Ben nous, on va la construire. Et comment? En fait, avec la propriété background image, voilà. Et ici, on accède à la fonction URL. Et là, alors je vous laisse
récupérer, vous pouvez retrouver ça partout, hein. Faut faire des recherches, hein, pour les SVG, ça va me créer une flèche qui va vers le bas, voilà. Donc là ici ça nous permet de créer une flèche, voilà, qui fait 12 de large, 12 pixels de haut, voilà, qui a une couleur à 888. Bon, donc ça ici je vais le récupérer, donc vous faites une pause, vous pouvez le copier ou le rechercher sur internet, vous allez le trouver, voilà. Et là ici on va positionner maintenant notre SVG. Alors attendez, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Parce que pourquoi ça va pas? Il est pas content. Pourquoi il est pas content? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, j'ai compris. Ici, il me faut des doubles cotes. Voilà pourquoi il n'était pas content. Donc là, ici, il faut que je mette une double cote. CTRL S. Regardez, on a toutes nos flèches. Et maintenant, il faut qu'on les positionne. Donc déjà, par défaut, une image de fond se répète. Donc on va aller chercher la propriété background repeat et on va lui dire quoi? No repeat, ne te répète pas. Elle est là, calée en haut à gauche, et ben maintenant nous on va la caler ici au bord droit et la centrer. Et ben pour ça il faut aller chercher la propriété background position, voilà, et on va lui dire tu seras calé right à droite à combien? 0,8 et puis center. Donc tu seras centré sur le 0,08 rem, CTRL S, voilà. Donc là ici, regardez, on vient tranquillement, hein, de créer ici notre petit personnalisé, en fait, notre petit menu déroulant. Allez, nous allons à présent nous occuper du field set. Donc là ici, on y va pour notre petit commentaire et on va chercher donc notre sélecteur field set et là on va retirer le liseré, donc on va aller chercher la propriété border, nous allons la passer à none, voilà qui est fait. Alors ensuite on lui avait donné la classe field, je vais la renommer plutôt en field set group. Donc on va aller chercher ici notre sélecteur classe field set group, on va définir un background color, un background color, une couleur de fond. Donc on va aller chercher au niveau de nos couleurs, on va chercher la couleur BG subtitle. Voilà, donc comme ça fait une petite couleur légère, c'est toujours intéressant. On va arrondir les bords, on va aller chercher notre propriété border radius et ici on va aller chercher un arrondi moyen, donc le radius middle. On va mettre un padding de 1,25 rem histoire que ça respire un petit peu à l'intérieur, voilà, que ça soit plus agréable. Ensuite, ce que l'on va faire également, c'est définir une petite bordure ici sur notre field set groupe. Donc on va définir une bordure de 1 pixel solide. Je vais pas prendre la couleur qui a été définie dans les combos, dans les variables, tout simplement parce qu'elle est plutôt destinée à nos champs input, à nos champs de formulaire. Là je vais faire une bordure directe, donc en E5, E7, EB. Voilà, ça sera la couleur de la bordure que nous on va définir pour notre field set group. Bon, ensuite on va s'occuper de la légende. Donc là ici on va aller chercher notre sélecteur légende. On va le redéfinir en termes de taille, on va dire un font size de 0,8 rem et son empattement en font weight à 600. Ensuite on va prendre le petit combo qu'on avait fait ensemble l'autre fois qui était le float left et qui avait un width de 100%. Voilà, donc là ici notre légende n'est plus sur la bordure. Voilà, on se rappelle qu'on avait été à ce moment-là chercher ici notre sélecteur classe, voilà, et on allait lui associer le pseudo élément after. On se rappelle qu'il faut absolument un attribut content
même s'il est à vide, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on lui définit son display en bloc, voilà, et on lui définit son clear à boss. Alors si vous le faites pas, tout ça, c'est pas trop grave, mais sachez que quelques navigateurs pourront être un peu contrariants sur l'affichage de la légende. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Justement, la légende, on va peut-être la manipuler un petit peu mieux. On va lui donner une couleur. Alors au niveau des couleurs, var, pardon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourra aller chercher? On va aller chercher color txt muted. On va prendre celle-ci, CTRL S. Voilà, on a quelque chose de moins présent. Maintenant, on va créer une marge basse parce qu'il est trop proche, voilà, de ces éléments. Et puis à ce moment-là, on va faire comme on avait fait l'autre fois. On va faire un padding bottom de 0,4 m et on va créer une petite bordure. Donc on va faire un border bottom, c'est juste histoire de faire un petit effet, un pixel solide, et on va garder notre couleur qu'on a définie ici, E5, E7, EB, donc ça c'est la couleur, voilà, la couleur de notre petite bordure. Allez, maintenant on va éloigner ici nos éléments l'un de l'autre, donc on va aller chercher notre boîte conteneur à qui on avait donné la classe choice et on va en faire un display flex. CTRL S, et là nos éléments sont l'un à côté de l'autre, d'ailleurs ils sont complètement barrés, d'accord. J'avais pas eu ça l'autre jour, donc ça vient du combo qui est là, donc ça déstabilise un peu tout ça, donc c'est pour ça qu'on rajoute ça. Surtout pour avoir le clear boss. Là, si c'est comme ça, je vais le donner aussi à la boîte. Je vais lui dire clear boss, voilà, et clairement, hop, j'ai plus cette influence. Bon, alors, justement, maintenant, ce que je veux, c'est qu'il soit plutôt l'un en dessous de l'autre. Donc, on va aller rechercher la propriété flex direction et on va lui dire column. Tu nous remets comme c'était au départ, voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place notre gouttière. Donc, on va faire un gap, une gouttière de 0,5 m. CTRL S et voilà. Bon, maintenant on va s'occuper des enfants, donc c'est ceux qui ont la classe choice sans S. On va en faire des conteneurs à qui on va donner le display flex, voilà, et donc maintenant on va pouvoir créer, on va déjà pouvoir les aligner verticalement avec la propriété align items et on va dire center et faire un petit gap, une petite gouttière de 0,4 m histoire de les désolidariser l'un de l'autre, voilà. Ensuite on va aller s'occuper des labels, donc là ici on va dire que ce sont les labels qui sont enfants de la classe choice, voilà. Et là déjà curseur pointeur, ça serait bien parce que comme ça l'utilisateur il sait que le truc, voilà, il peut cliquer dessus. On va redéfinir ça après. Ensuite on va donner une couleur. Si je définis pas la propriété, ça va pas le faire. Donc ici on va aller chercher la couleur TXT, on va prendre celle-ci. On va modifier l'empattement, font weight, on va lui dire 600 et on va redéfinir la taille, donc on va aller chercher le font size et on va dire 0,9 rem, voilà. Alors font weight, on a un empattement qui est un petit peu trop, si je fais ça, voilà, 500, donc là ici, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Allez, maintenant on va s'intéresser à nos boutons radio et ici à notre checkbox. Alors on voit qu'ils sont un peu bizarres, mais on va comprendre pourquoi. Donc là ici, on y va, on a dit, on va aller chercher radio et checkbox. Bon, pourquoi ils sont bizarres comme ça? En fait, quand je remonte, il faut remonter ici. On a dit, voilà, on a dit tous les inputs, apparence non, etc. En fait,
on va être un peu plus restrictif. On va dire input de type texte, input de type email, et puis c'est tout. Je crois qu'on n'avait que ça. Donc là ici, on va aller dire input de type égale texte. Input de type texte, voilà. On va dupliquer cette ligne-là et on va dire input de type email. Et là, normalement, on a corrigé notre problème. Voilà, nos cases à cocher, notre case à cocher et nos boutons radio sont revenus à la normale. Donc maintenant, on va pouvoir aller les manipuler, cela justement. Donc on redescend et on va aller chercher, tiens, j'ai mal écrit, radio, et on va aller chercher donc le input de type égale radio, et on va aller chercher le input de type checkbox. On va aller récupérer ces deux sélecteurs là. Voilà. On va leur donner une width de 18 pixels et un height, une hauteur de 18 pixels. Donc là ici, voilà, on les a un petit peu grossis. On va modifier également les couleurs. Donc on va aller chercher la propriété, on avait vu ça l'autre fois, c'était Accent Color, et la couleur qu'on va aller chercher, c'est la couleur primaire. Donc ici, elle est ici, Color Primary, et puis on va dire également un petit curseur pointeur, histoire que l'utilisateur sache qu'il peut cliquer dessus, et également, on va y penser tout de suite, à faire un petit flex shrink et le passer à 0, puisque ici l'idée étant que si on redescend, voilà, qu'on se retrouve jamais avec des trucs qui soient plus petits que 18 pixels. Bon, on avait fait une variante également pour les conditions générales ici, choice CGU. Ça s'appelle clairement une variante dans les composants. Mais là, je commence à monter de niveau, je vais pas en parler ici. Donc là, comme on a créé, voilà, choice, moi je vais me mettre juste après, et on va les déclarer ici pour notre variante. Choice CGU, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait ici pour lui? Bah, on peut aller modifier par exemple sa couleur. Ici, on a une couleur, oui, on va aller modifier sa couleur, et puis on va faire un font, non, pas un font size, on va faire une couleur, on va aller chercher au niveau des couleurs, on va prendre un color muted. Voilà, on va prendre un color muted et on va en profiter pour aller manipuler ici le lien. Donc le lien A qui est enfant de l'élément qui a la classe CGU, enfin choice CGU, et on va lui dire quoi? On va lui dire color, on va aller chercher une couleur. Alors pour la couleur ici, je vais, comme j'ai pas défini de couleur de lien, donc R, V, B, bon, écoutez, après tout, si, je vais aller chercher une couleur. Je vais aller chercher une couleur. Bon, normalement, on définit une couleur pour les liens, hein. Je l'ai pas fait. Bon, je vais récupérer celle-là, la primary, par exemple, et du coup on va faire un texte décoration et on va dire none, donc je ne veux pas de caractère de soulignement sous le lien, et puis on va faire un effet de hover. Donc à ce moment-là, quand le pointeur de la souris va passer sur le lien, donc le lien A, hover, on va modifier le primary avec le primary dark, et puis on va mettre une underline, voilà, histoire de donner un petit peu d'interactivité au truc. Voilà, donc rien de bien exceptionnel, mais au moins ici tout ça c'est fait. Bien, bah, il nous reste plus que le button à gérer, donc allons-y, hein, on va aller chercher ici notre bouton. Donc là c'est le sélecteur
hop, on va remonter un petit peu, c'est le sélecteur button. Alors déjà, on va faire respirer ça, on va donner un padding de 0,8 rem de toutes parts et un font size de 1 rem, voilà, pour l'écriture de notre bouton. On va en profiter pour modifier sa couleur de fond, background color, et on va aller chercher ici color primary, voilà, et pour la couleur de notre texte, on va aller, je vais aller directement écrire en blanc. Bon. Alors, j'ai pas fait CTRL S déjà pour voir un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, on va retirer la bordure ici. On va dire border none. Voilà, je veux pas de bordure. On va arrondir les bords. On va faire un border radius. On va aller chercher ici une variable et on va prendre la bordure moyenne. CTRL S, voilà, notre bouton commence à être mieux. Alors par contre, curseur pointer, ça c'est très important, voilà, que l'utilisateur sache que le bouton est cliquable, voilà. Également, on va faire un font family inherit, comme ça on va récupérer notre sans serif font family et on va dire inherit de manière à récupérer notre police sans serif. Et puis si on a envie, on peut faire aussi un petit letter spacing, ça mange pas de pain. On écarte les lettres l'une de l'autre de 1 pixel, voilà. Ici ce que ça donne. Maintenant on peut faire un petit effet de hover lorsque le pointeur de la souris passe sur le button. Qu'est-ce qu'on fait? On peut modifier le background color et là on va chercher la version dark, voilà, avec une transition, et on va dire que pour changer la couleur du background color, cela mettra 0,2 secondes. Donc voilà ce que ça donne. On va peut-être gérer aussi l'empattement. Qu'est-ce que ça ferait ça si je lui dis 600 en font weights? Voilà, ça sera mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Tout simplement ici le focus. Ah oui, tiens, quand alors je peux pas trop cliquer dessus parce que j'ai pas envie qu'il me plante. On va dire déjà quand il est activé. Donc on va aller chercher le button et on va lui donner donc la pseudo-classe active. Lorsqu'il est activé, on va le réduire. Donc ici on va aller chercher la propriété transform et on va aller chercher la fonction de mise à l'échelle, donc ce qui va de 0 à 1, on va dire 0,99. Et une dernière que je voudrais faire, c'est quand il a le focus, le button, lorsqu'il a le focus, voilà, et je vais même dire le focus visible, c'est-à-dire qu'en fait là ici on va s'adapter exclusivement pour une navigation au clavier, donc une tabulation. En fait, c'est pour ça qu'existe la pseudo-classe focus visible. On va dire outline, on va redéfinir le outline, on va dire qu'il fera 3 pixels solide en termes de couleur. On va aller rechercher notre bleu qui est là et de manière à l'éloigner du bouton, on va aller chercher la propriété outline offset et on va l'éloigner de 3 pixels. CTRL S, voilà. Alors si par exemple je suis là, que je tabule, hop, hop, voilà. Donc ici, voilà exactement ce que ça fait, ce que nous venons de faire. Bon, ben il nous reste plus qu'à faire maintenant le JavaScript. Allez, il nous reste plus que le JavaScript à faire. On va faire très très simple. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer tous les datas. Donc on va faire une constante form qui va être égale à document.querySelector et nous allons récupérer le sélecteur form. Ok, donc là c'est bon, dans la constante, nous avons le formulaire, ce qui va nous permettre de pouvoir écouter la soumission du formulaire, voilà. Et on va lui passer en deuxième paramètre une petite fonction fléchée, et dans cette fonction fléchée, on va lui passer un paramètre E. Ah, attention, j'ai pas mis le point virgule où il fallait, voilà, j'ai dit un paramètre E qui nous permet d'accéder
à notre petite méthode ou fonction prevent default, et là on a tué le comportement par défaut du formulaire, donc on peut cliquer, tout va bien, il ne va pas y avoir de reload de page. Alors de là, qu'à cela ne tienne, nous allons pouvoir instancier un nouvel objet forme data et qu'on va arranger dans une variable d'instance data. Donc là ici on va faire un new form data et on lui passe en paramètre notre formulaire. Voilà ce qu'on fait depuis le départ. Bon, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire un console.log pour écrire dans la console, et on va écrire quoi? On va écrire formulaire soumis. Alors rien que le fait d'avoir fait ça, d'avoir écrit ça, nous permet de tester notre petit programme, histoire de voir est-ce que ça écrit bien dans la console formulaire soumis lorsque je clique sur le formulaire, sur le bouton de formulaire. Donc on va inspecter notre console, donc là il n'y a rien. Si j'appuie là-dessus, yes, ça écrit bien formulaire soumis. Parfait, moi ce que je veux maintenant c'est que ça m'écrive aussi les datas du formulaire. Donc là les datas elles sont récupérées ici puisqu'on a fait un new form data, et là on en a plusieurs, donc on va les parcourir et on va faire ce parcours. Voilà, avec une boucle for. Alors ici, ce que l'on pourrait faire, c'est une petite variable qui va contenir un couple clé-valeur. Donc ce serait le nom qui viendrait de l'attribut name et la valeur qui viendrait de la value entrée dans les champs de formulaire, tout simplement. Et ça va pas être parcouru off, voilà. On va aller chercher notre variable d'instance qu'on va chaîner à la méthode entries qui va nous retourner un tableau qui va récupérer justement les couples. Si je suis là, clé name, valeur, value. Voilà, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a déclaré ici nos variables, on a juste à les écrire dans la console. Donc là, ici, on va faire un console.log. On va faire comme l'autre fois une petite concaténation moderne, c'est Alt-GR7 pour avoir des petits caractères accentués. Donc là, ici, c'est $ accolade ouvrante, accolade fermante pour écrire la variable ici, nom. Et ensuite, on va mettre 2 points, un espace. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la valeur de la variable valeur. Et voilà, c'est fini. On n'a plus que à tester notre programme pour voir si c'est bon. Donc là, ici, je vais abaisser un petit peu la console. Je vais y arriver. Oui, très bien. Donc, on va rentrer le nom. On va dire que c'est Toto. Le prénom, c'est Jean. L'adresse email, c'est jean@mail.fr. Le pays, ce serait la France. Le niveau, ce serait un niveau avancé. La bio, ça serait ceci et ma bio. Et puis, j'accepte les conditions générales et je clique sur créer mon compte. Maintenant, je vais agrandir ici ma console, voilà. Donc je récupère le nom, le prénom, l'email, le pays, le niveau, la bio, et je récupère les conditions générales. Et si, j'ai bien récupéré le pays. Si je dis mais il est où le pays? Si, je l'ai. Bon, et voilà, ça y est, c'est fini, terminé. Donc vous voyez que là ici on a quand même un formulaire qui est plutôt très sympa, ultra moderne, voilà, et donc qui reprend en fait ici l'intégralité des éléments de formulaire que nous avons vus ensemble. Donc, tuto terminé, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.